Depuis quelques années, la WWE s'est vraiment donné pour mission de faire de SummerSlam un genre de mini WrestleMania. On avait déjà commencé à voir un premier changement en 2021 quand le show s'est déroulé dans un véritable stade pour la première fois au lieu des habituelles salles de spectacle, et depuis l'événement n'a pas arrêté de grandir au point d'atteindre cette année l'importance d'un WrestleMania en se déroulant pour la première fois sur 2 nuits. Justement, ce grand show, on va le vivre ensemble en direct sur ma chaîne Twitch ce week-end. On commencera live vers 23 h samedi, je pense, le temps de discuter un peu, parce que le PLE commencera qu'à minuit. Et on remettra le couvert dimanche soir pour profiter de ces 2 nuits qui promettent déjà d'être gigantesques. Parce que oui, si j'ai mis ce titre-là à la vidéo, c'est pas pour rien. Avec un total de 12 matchs, un show présenté sur 2 nuits, ce qui jusqu'à présent était réservé à WrestleMania et une construction importante pour les plus grands matchs, SummerSlam devient un sérieux concurrent à WrestleMania 41. Et on est donc en droit de se demander si le show ne risque pas de surpasser ce qu'on a vécu au mois d'avril. Du coup, aujourd'hui on va discuter de tout ça ensemble, je vais vous donner mes attentes et mes pronostics pour ce week-end, et j'espère que vous ferez pareil en commentaire, et il est donc temps de voir si le plus grand show de l'année n'aura bientôt de plus grand que son nom, en parlant de mes attentes pour SummerSlam 2025. Alors, pour cette vidéo, j'ai décidé d'aussi pronostiquer l'ordre des matchs, donc on va parler de la carte dans l'ordre chronologique, en tout cas celui qui me paraît le plus adapté, et on se dirige donc directement vers la nuit 1 avec le match qui à mon sens va ouvrir le show, celui entre Roman Reigns et Jey Uso et l'équipe de Bron Breakker et Bronson Reed. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, ce match va plutôt conclure la soirée, et d'ailleurs j'ai vu passer pas mal d'infos qui le confirment, mais à mes yeux c'est pas du tout la chose la plus intéressante à faire. En fait, avec le match pour le titre poids lourd le même soir et celui pour le titre indisputé le lendemain, ça me paraît beaucoup plus logique d'ouvrir la soirée avec ce match par équipe, d'autant que pour être honnête, c'est pas un combat que j'attends énormément. Déjà, je trouve la construction assez bancale et peu logique, et en plus j'en ai parlé avec vous sur Twitch ce dimanche dans le coin catch, je trouve que Roman Reigns qui joue complètement le rôle du gentil en mettant un peu de côté son attitude arrogante de chef tribal, c'est pas intéressant du tout. En plus, si je comprends totalement que Reigns revienne pour faire face à l'équipe de Seth Rollins au vu de ce qui s'est passé à WrestleMania, je vois pas vraiment l'intérêt d'à nouveau mêler Jey Uso à cette histoire pour organiser un match par équipe, et du coup j'ai très peu d'attentes envers ce combat. Après, je suis pas non plus de mauvaise foi, j'imagine qu'à la base la WWE avait prévu d'organiser un match entre Roman Reigns et Seth Rollins, ou au moins de mêler Rollins à cette histoire, mais évidemment sa blessure à Saturday Night's Main Event a bouleversé les plans, et c'est certainement pour ça qu'on se retrouve avec cette affiche. Mais bon, avec tout ça, j'ai encore moins envie de voir ce match conclure la soirée, parce que certainement je vois pas ce qu'il y a de majeur à nous raconter, sauf si la WWE décide de nous surprendre avec une victoire de l'équipe de Bron Breakker et Bronson Reed. Mais vous vous en doutez, si je dis ça comme ça, c'est que c'est pas mon pronostic. Pour moi, la WWE veut totalement garder Roman Reigns à une place très importante pour le mettre contre Bron Breakker puis contre Seth Rollins dans les mois à venir, voire même à WrestleMania 42, et donc je pense qu'ils vont pas prendre le risque de lui donner une défaite lors du plus grand show de l'été. Du coup, le plus logique pour moi, c'est que Roman Reigns rive les épaules de Bronson Reed, certainement après avoir envoyé plusieurs spears, histoire de quand même un peu protéger l'associé de Rollins. Et même si, encore une fois, ça va montrer que la WWE n'ose pas faire perdre ses plus grands noms, c'est pas non plus totalement illogique au vu de l'histoire racontée, d'où mon pronostic. Allez, avec tout ça, on va pouvoir rapidement se diriger vers le match suivant, celui qui oppose Sami Zayn à Karrion Kross, et malheureusement, c'est pas celui qui m'intéresse le plus. En soi, l'histoire est plutôt cool, et je comprends que la WWE profite de SummerSlam pour essayer de conclure cette rivalité, mais déjà, je trouve ça dommage que pour l'instant, il n'y ait pas de stipulation annoncée, et en plus, pour moi, la WWE a fait revenir Sami Zayn beaucoup trop vite. En fait, je pense que si la rivalité s'était lancée pour de bon un peu plus tôt que ce qui a été fait en réalité, on aurait pu avoir quelques semaines d'absence pour Sami Zayn et un retour surprise à l'approche de SummerSlam, et pour moi, ça aurait été beaucoup plus intéressant, et ça aurait même facilement justifié la mise en place d'une stipulation, style I Quit Match ou ambulance. Du coup, en termes de pronostic, j'espère vraiment que la WWE va enfin donner la victoire à Karrion Kross. Il a perdu à Night of Champions et on l'avait justifié en disant que Zayn était un grand favori des fans en Arabie Saoudite. Donc je pense que là, il n'y a plus de vraies raisons d'encore faire perdre Karrion Kross. Et même si je suis pas encore certain qu'il aura un grand avenir dans l'entreprise, j'espère au moins que la WWE va lui laisser une chance et ça peut commencer avec une victoire contre Sami Zayn. Pour le match suivant, j'ai pas non plus énormément d'attentes, même si c'est le premier pour un titre dont je parle, et vous voyez que je le place en plein milieu de la carte parce que j'y accorde pas une très grande importance. Je parle évidemment de celui pour les titres par équipe féminins entre le Judgment Day et l'équipe de Charlotte Flair et Alexa Bliss. Du coup, je vais passer assez vite dessus. Pour moi, on va clairement couronner de nouvelles championnes par équipe à SummerSlam. Je pense que la défaite de Bliss contre Roxanne à SmackDown servait à mettre en avant les championnes avant leur défaite. Et même si je trouve pas que l'histoire est hyper intéressante, je pense quand même que l'équipe de Alexa et Charlotte peut être sympa à l'avenir. Et elle va surtout permettre à la WWE de raconter autre chose avec Charlotte Flair. Et ça, franchement, ça fait du bien. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur les matchs par équipe, autant parler du deuxième de cette première nuit qui a beaucoup fait parler ces derniers temps, celui entre l'équipe de Logan Paul et Drew McIntyre et Orkey Roll. Oui, je sais pas pourquoi à chaque fois que Randy Orton fait équipe avec quelqu'un, il faut absolument que la WWE trouve un nom. Honnêtement, Rated RKO c'était très bien, mais là je pense qu'on a fait le tour.
Bref, au-delà de ça, ce match c'est un peu l'attraction spéciale de la soirée, parce que pour ceux qui sont pas au courant, Jelly Roll c'est pas un catcheur, hein, c'est un chanteur, et du coup forcément l'annonce de cette rencontre a reçu pas mal de critiques. Déjà, les matchs avec les célébrités c'est pas le truc qui passionne le plus les fans, surtout quand ça prend la place d'autres combats, mais en plus là on a une équipe très surprenante avec Drew McIntyre et Logan Paul qui envoie Drew dans une histoire plutôt décevante alors qu'il vient de faire son retour, et on va pas se mentir, si on a vu Bad Bunny faire des folies contre Damien Priest, on peut malheureusement pas attendre la même chose de la part de Jelly Roll. Et en soi, on aurait peut-être pu avoir quelque chose de différent avec par exemple un Jelly Roll qui adopte un style impactant et puissant, sauf que malheureusement, au vu des interactions qu'il a eues avec Logan à SmackDown, on est obligé de réaliser qu'il n'est pas du tout à l'aise dans un ring et donc que le match risque d'être extrêmement moyen. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, hein. De toute façon, je pense pas que le match sera bien long, et en plus, le résultat pour moi, il est évident. Jelly Roll va river les épaules de Logan Paul pour le petit moment feel good, et on pourra enfin passer à la suite. Justement, la suite, on va en parler tout de suite puisqu'il ne nous reste plus que 2 matchs à mentionner pour cette nuit 1, et on commence donc par celui pour le titre de la WWE entre Tiffany Stratton et Jade Cargill. Alors, on n'a pas eu trop l'occasion de parler du règne de Tiffany sur la chaîne, mais malheureusement, je trouve qu'après sa victoire à WrestleMania, ça a quand même beaucoup manqué de rivalité impactante et de moments intéressants, et du coup, maintenant qu'on est arrivé à SummerSlam, ça me paraît assez logique de passer à autre chose en mettant le titre sur Jade Cargill. Après, est-ce que ce changement, il est vraiment intéressant au vu de ce que Cargill a proposé depuis ses débuts à la WWE? Je sais pas, j'aurais même plutôt tendance à dire que non, mais au moins ça va donner un petit renouveau à la division féminine, et puisque Naomi a déjà utilisé sa mallette Money in the Bank, on peut pas non plus dire que cette histoire était trop prévisible. Donc voilà, encore une fois, c'est malheureusement pas un des matchs que j'attends le plus, et d'ailleurs de manière générale, pour moi, la deuxième nuit est largement plus intéressante que la première, mais peut-être que certains d'entre vous ne partagent pas mon avis, donc si c'est le cas, comme d'habitude, dites-le moi en commentaire, et en attendant, on va pouvoir se diriger vers le match qui va conclure cette première nuit de SummerSlam, celui entre CM Punk et Gunther pour le titre de champion du monde poids lourd. Déjà, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est le fait qu'on ait construit ce match très simplement, avec juste un gauntlet pour couronner un nouveau challenger, et même les échanges au micro entre Punk et Gunther qu'on a eu depuis, ils sont restés très simples mais extrêmement efficaces. Alors oui, on peut toujours critiquer le fait que CM Punk change de version en disant qu'il est revenu pour le titre de champion alors qu'il disait le contraire le mois dernier, mais à part ça, j'aime quand même beaucoup l'histoire qui est racontée, d'autant qu'il peut encore se passer quelque chose d'énorme. Parce que oui, on va en parler dès maintenant, quand je vous ai demandé vos avis et vos pronostics sur SummerSlam, vous avez été nombreux à le mentionner, donc je suis obligé de le faire aussi, on va discuter un petit peu de la mallette Money in the Bank de Seth Rollins. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre parce que la WWE a été très claire là-dessus, hein. Seth Rollins est blessé et il est incapable de combattre, donc en théorie ça rend un encaissement totalement impossible, sauf que j'ai quand même vu passer pas mal de théories intéressantes que je me devais de mentionner. Alors, avant toute chose, mon pronostic sur le match il est très simple, je pense que CM Punk va gagner la ceinture, parce que déjà pour moi Gunther a l'opportunité de raconter des choses très intéressantes sans titre, et en plus je serais très content de voir un petit règne de CM Punk, surtout si ça le mène progressivement vers un heel turn. Mais du coup là on a deux options. Soit CM Punk gagne le titre et très bien, il continue sa route normalement du côté de Raw jusqu'au retour de Seth Rollins qui pour moi va forcément utiliser sa mallette sur lui, soit la WWE décide de tous nous choquer. Parce que pour pas mal d'entre vous, la blessure de Seth Rollins est totalement fausse, et la WWE a simplement voulu créer un doute en éloignant la mallette des écrans pour la ramener en grande surprise lors de SummerSlam. Et si pour moi cette option est peu probable au vu de la fin du match entre Seth Rollins et LA Knight à Saturday Night Main Event, je me dis qu'un cash-in n'est pas non plus totalement impossible. Déjà, la blessure était peut-être réelle mais nettement moins grave que ce que la WWE nous a dit, donc Seth est peut-être déjà remis et il peut venir choquer tout le monde en utilisant son contrat, mais pour moi, c'est pas la seule option. Parce que dans vos réponses, j'ai vu des choses très intéressantes, et notamment quelqu'un qui disait que la WWE pourrait profiter de Bronson Reed et Bron Breakker pour permettre à Rollins d'utiliser sa mallette sans même avoir à combattre. En fait, il suffit que ses associés viennent détruire Punk après le match et qu'ils portent Rollins sur le ring pour le placer sur le corps inerte du champion pour prendre la ceinture et la garder en otage pendant les 6 prochains mois. Alors oui, c'est clairement pas l'option la plus intéressante pour l'avenir, hein, parce que ne pas avoir de champion pendant des mois, ça peut vite devenir chiant, mais pour créer un moment ultra surprenant et renouveler la mallette, ça peut quand même être assez intéressant. Après, je vais pas vous mentir, moi j'y crois pas du tout, hein, je pense juste que CM Punk va prendre le titre pour se lancer dans d'autres histoires du côté de Raw et qu'il ne la perdra qu'au retour de Rollins d'ici quelques temps. Et d'ailleurs, c'est un des matchs que j'ai le plus de mal à pronostiquer parce que ça m'étonnerait pas non plus que la WWE décide de laisser le titre à Gunther et qu'ils attendent plutôt la fin de l'année pour le donner à CM Punk. Bref, vous le voyez, c'est le match dont j'ai le plus parlé parce que c'est certainement celui que j'attends le plus dans cette première nuit, et même si je sais que tout le monde n'aime pas CM Punk, hein, donc forcément l'affiche va pas plaire à tous les fans, mais de mon côté je pense que je vais me régaler, donc rien que pour ça j'ai quand même un peu hâte de cette première nuit. Du coup, avec tout ça, on va pouvoir se diriger vers la carte de dimanche, et pour le coup, rien que sur le papier, vous allez voir que ça donne nettement plus envie. En fait, c'est assez simple, il n'y a pas un seul match de cette carte que j'attends pas.
Déjà, le dernier qui a été annoncé lors de SmackDown, c'est cet immense TLC à 6 équipes pour les titres tag team, et même si effectivement ça va faire beaucoup de monde sur le ring, j'ai quand même extrêmement hâte. On l'a dit plusieurs fois, la division par équipe de SmackDown, elle est largement au-dessus de celle de Raw, et le fait de rendre hommage au tout premier TLC de l'histoire 25 ans après avec toutes ces équipes, je trouve ça juste parfait. En fait, le seul truc qui pourrait me décevoir, c'est si les Wyatt Six conservent, ce qui malheureusement me paraît pas impossible, parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'ils ont les titres, et même si avec 5 challengers, leur défaite pourrait largement être expliquée, j'ai quand même peur que la WWE veuille continuer à les construire comme une équipe invincible. Du coup, je pense que vous l'aurez compris, je suis vraiment pas fan des Wyatt Six, et visiblement je suis pas le seul vu les avis que j'ai pu voir sur internet, et du coup, pour donner mon pronostic clair sur ce match, je dirais que Fraxium va repartir avec les ceintures. En soi, c'est clairement pas le résultat le plus évident, les Wyatt Six sont bien plus probables, c'est un peu plus mon choix du cœur, mais bon, vu le nombre d'équipes, c'est assez compliqué d'avoir un pronostic totalement éclairé sur ce match, et donc pour aujourd'hui, je vais rester là-dessus. Mais bon, en vrai, indépendamment du résultat, moi je maintiens que ce match, ça peut vraiment être le meilleur du week-end. Et d'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi selon vous, quel va être le match qui va vraiment ressortir de SummerSlam. Mais allez, du coup, pour continuer sur cette deuxième nuit, on va passer au match qui, à mon sens, aura la tâche très compliquée de passer après ce TLC de folie, celui pour le titre intercontinental entre Dominic Mysterio et AJ Styles. A la base, cette rencontre était annoncée pour Night of Champions, mais la blessure du champion a changé les plans et la WWE a raconté une histoire dans laquelle Dominic cherche toutes les solutions pour ne pas avoir à affronter AJ Styles, et pourtant, moi je vais quand même pronostiquer une victoire de Dom Dom. Alors oui, c'est peut-être bizarre, parce que tout indique qu'il est largement plus faible que AJ Styles et que donc il va perdre son titre, mais comme j'ai déjà pronostiqué pas mal de changements de ceinture jusqu'à maintenant, je me dis que c'est pas choquant de laisser le titre sur Dominic. Après, j'attends quand même beaucoup de choses de cette rencontre. Déjà, je pense qu'on aura un bon, voire un très bon match, parce que les deux sont ultra talentueux et ils ont la possibilité de tout donner sur une très grande scène. Mais en plus, pour moi, ce match, c'est l'occasion pour Dominic de s'établir encore plus comme une star pour continuer son ascension vers les sommets, en restant champion intercontinental pendant encore un petit moment. Et puis d'ailleurs, tant qu'on parle du titre intercontinental masculin, on va parler de celui de la division féminine, en passant au match suivant qui, là, pour le coup, a une stipulation bien plus sérieuse, celui entre Lyra Valkyria et Becky Lynch. Parce que si le match entre Dominic et AJ Styles n'est qu'un simple match pour le titre et qu'il raconte une histoire un peu comique avec les segments qu'on a eu dans les vestiaires, celui-là est largement plus sérieux puisqu'en cas de défaite, Lyra ne pourra plus jamais défier la championne pour sa ceinture. En plus, on n'aura pas de disqualification ni de décompte extérieur, donc ça va pouvoir partir dans tous les sens, et là je m'attends à un très gros combat qui va pouvoir enfin régler cette rivalité. D'ailleurs, ce match, c'est aussi un de ceux que j'ai le plus de mal à prédire, parce qu'avec la présence potentielle de Bayley, on peut s'attendre à plein de choses, notamment un heel turn de cette dernière, qui viendrait coûter la victoire à Lyra pour laisser Becky raconter autre chose avec la ceinture. Et même si mon pronostic final reste une victoire de Lyra Valkyria, je pense qu'on peut avoir de bonnes surprises. Mais après, personnellement, peu importe qui gagne, tant qu'on a un match violent qui conclut cette rivalité, ça me va, et même si c'est vrai que les échanges entre les deux au micro n'ont pas forcément été à la hauteur, notamment parce que Lyra a encore beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là, le côté sérieux de l'histoire et le passé des deux femmes permettent quand même à cette rivalité d'être intéressante à mes yeux, et donc j'ai hâte de voir ce que tout ça va donner. Du coup, après ce match, il va nous rester plus que 3 combats à pronostiquer pour cette deuxième nuit, et vous allez voir que ce dont on va parler va encore accentuer le déséquilibre entre samedi et dimanche, puisqu'on enchaîne avec le match en cage pour le titre des États-Unis entre Solo Sikoa et Jacob Fatu, qui à nouveau est extrêmement intéressant. Clairement, si Solo Sikoa est devenu champion le mois dernier, c'est uniquement grâce à l'aide de ses nouveaux associés, puisque Tala Tonga a fait ses débuts lors de Night of Champions pour coûter le titre à Jacob Fatu, et donc le fait d'organiser cette revanche dans une cage, c'est juste parfait. En théorie, on devrait éviter toute intervention de personnes extérieures, que ce soit du côté de Solo ou même de Jacob, parce que pour une raison étrange, Jimmy Uso veut absolument l'aider en permanence, et donc on peut totalement imaginer que le titre des États-Unis va une fois de plus changer de main. Sauf que ça va peut-être vous surprendre, mais c'est pas ça mon pronostic. En fait, je suis convaincu que Solo va trouver un moyen de faire rentrer au moins un de ses partenaires, ou bien que quelqu'un va intervenir depuis l'extérieur pour l'aider à sortir, parce que pour moi, Jacob Fatu a largement la possibilité de passer à l'étape supérieure en se dirigeant petit à petit vers un titre mondial, et je pense que Solo de son côté a largement plus besoin de la ceinture pour s'établir avec ses MFT. Du coup, je vois Solo Sikoa garder la ceinture, d'autant que ça me permet aussi de limiter le nombre de changements de titre à SummerSlam, faut pas non plus que ça devienne la soirée des nouveaux champions, et avec ça, on peut passer aux 2 derniers combats, en commençant par celui pour le titre mondial féminin entre Naomi, Rhea Ripley et Io Sky. Et là encore, on a un des potentiels meilleurs matchs de ce week-end. Et pourtant, à part le fait qu'il y ait 3 catcheuses dans le ring, il n'y a pas non plus de stipulation incroyable ou d'enjeu plus important que le titre mondial. Sauf que avec le talent des 3 femmes et l'excellent match que Rhea et Io ont sorti à Evolution, on est totalement en droit de s'attendre à quelque chose d'énorme. En plus, l'histoire est très bonne et extrêmement logique, la rivalité entre Io et Rhea n'est toujours pas réglée, puisque Naomi s'est mêlée du match pour prendre la ceinture et empêcher Ripley de venir à bout de celle qu'elle n'a jamais battue, donc très franchement, c'est un match qui aurait largement eu sa place en main event de la première nuit. Par contre, à côté de ça, c'est sûr que c'est certainement un des matchs les plus simples à pronostiquer
pronostiqué, en tout cas à mes yeux, parce que je vois vraiment pas Naomi perdre la ceinture dès SummerSlam, et puisqu'en plus on sait que la championne affrontera Stephanie Vaquer à Clash in Paris, ça me paraît largement plus logique que ce soit Naomi qui ait la ceinture à ce moment-là. Après c'est sûr que tout le monde n'a pas du tout la même vision que moi, hein. J'ai vu quelqu'un qui disait que Rhea allait gagner pour organiser, je cite, le match des Dalleux à Clash in Paris, et même si en soi ça me paraîtrait pas déconnant et qu'on aurait certainement un très bon match, je reste sur mon pronostic d'une victoire de Naomi, au terme une fois de plus d'un très grand affrontement. Mais allez, avec tout ça, on arrive enfin au tout dernier combat de cette nouvelle édition de SummerSlam, et donc avant de conclure en discutant plus précisément de ce que je pense de la construction du show et des comparaisons avec WrestleMania 41, il est temps d'aborder le Street Fight pour le titre indisputé entre John Cena et Cody Rhodes. Et là, on a affaire à un match assez controversé. D'un côté, j'ai vu certains d'entre vous qui étaient très enthousiastes vis-à-vis de ce combat, avec beaucoup de fans qui pensent qu'on va avoir un double turn, donc que John Cena va revenir du côté des gentils pendant que Cody Rhodes rejoint les méchants, et d'un autre, j'ai vu des gens blasés de cette histoire qui trouvent que le résultat est trop prévisible et que la rivalité n'est pas intéressante. Alors, c'est clair que les deux catcheurs impliqués ne font pas l'unanimité, hein. Cody Rhodes il est très souvent critiqué par les fans qui le jugent ennuyant et nul, même si j'avoue qu'une bonne partie d'entre eux sont juste déçus que Roman Reigns soit plus champion, ça c'est un autre sujet. Et John Cena de son côté, il est loin de convaincre tout le monde avec son heel turn et son règne depuis WrestleMania, donc c'est clair qu'on n'a pas le match le plus attendu de l'année. Mais étonnamment, de mon côté, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Même si je crois pas qu'on va avoir un double turn, hein, je pense qu'il y aura que John Cena qui va changer de personnage pour se diriger vers les gentils et conclure sa carrière en tant que favori des fans, j'ai quand même la sensation qu'on va avoir quelque chose de beaucoup mieux qu'à WrestleMania. Parce que oui, avec la stipulation Street Fight, John et Cody vont pouvoir tout donner et on va peut-être retrouver le Super Cena qu'on a vu genre contre Edge il y a près de 20 ans, et je pense d'ailleurs que c'est précisément ça qui va le ramener dans le droit chemin. Donc oui, l'histoire est très simple et elle peut être décevante par rapport à ce qu'on attendait d'un heel turn de John Cena, mais j'ai quand même de grosses attentes sur ce match et j'espère vraiment ne pas être déçu. D'ailleurs tout ça c'est plus un problème pour moi que pour les autres, hein, parce que si le match est nul, je vais être encore plus déçu que ceux qui s'attendent à rien, mais en même temps je me dis qu'on peut pas non plus faire deux fois la même erreur et donc on n'aura certainement pas une déception à la hauteur de celle qu'on a connue au mois d'avril. Côté pronostic, vous l'aurez peut-être compris, je vois totalement Cody Rhodes repartir avec le titre et je pense que le passage de flambeau après le match permettra non seulement de garder Cody du côté des fans tout en envoyant Cena dans ses derniers mois en tant que face, et même si encore une fois c'est pas un résultat qui va satisfaire tout le monde, de mon côté c'est ce que je trouve de plus intéressant. Et donc ça y est, avec ce dernier match, on a enfin fait le tour de mes pronostics et de mes attentes pour les combats qu'on va voir ce week-end lors de SummerSlam, et donc on va pouvoir conclure avec un avis un peu plus général sur le show. Parce qu'on l'a dit au début, et on le voit encore plus maintenant après avoir parlé de la carte en détail, SummerSlam c'est totalement le WrestleMania de l'été. Du coup, on a eu beaucoup de comparaisons entre les deux, avec certains fans qui disent même que SummerSlam sera un meilleur show que WrestleMania, et pour le coup, c'est pas un avis que je partage complètement. Si à l'avenir, on aura certainement des SummerSlam de meilleure qualité que certains WrestleMania, je trouve que pour 2025, on a deux shows qui se valent totalement, en tout cas au moins sur le papier. En fait, pour moi, on aura totalement le même ressenti ce week-end qu'après WrestleMania, c'est-à-dire que le show sera cool au global avec quelques gros points noirs sur le week-end qui vont faire baisser la qualité de l'événement, mais je pense pas que SummerSlam va largement surpasser ce qu'on a vécu au mois d'avril. Et d'ailleurs, je vais pas vous mentir, je suis pas fan de l'idée d'organiser SummerSlam sur 2 nuits. Au-delà du fait que ça retire du prestige à WrestleMania et que ça supprime l'aspect de plus grand show de l'année, je trouve que ça force les officiels à meubler les cartes avec des matchs pas très intéressants, et pour moi, c'est un gros problème. Surtout que quitte à faire un show sur 2 nuits, autant laisser la place pour des choses un peu plus intéressantes que Jelly Roll, hein, comme par exemple le match pour le titre des États-Unis féminin qui a lieu à SmackDown, alors que pour moi, il avait totalement sa place à SummerSlam. Et du coup, quand je regarde la carte, je me rends compte qu'on aurait vraiment pu faire une soirée à 9 matchs en gardant uniquement les plus importants. Et on y revient encore et toujours, 9 matchs si on remplit pas le show avec des pubs, ça tient largement en 4 heures. Il suffit de voir par exemple WrestleMania 24, même si ok, il y a un match qui dure que 11 secondes sur le show, on arrive facilement à placer 9 combats sur la carte principale et 1 en kick-off, et avec ça, on a un pay-per-view qui dure moins de 4 heures. Donc là, je sais que la plupart des gens seront d'accord avec moi, hein, j'enfonce un peu une porte ouverte en me plaignant du nombre de pubs et de clips pendant les shows, mais je voulais quand même le préciser parce que quand on parle de shows sur 2 nuits, c'est quand même un facteur important à prendre en compte. Après, je sais pas, hein, peut-être que certains d'entre vous aiment bien la pub, hein, que ça vous permet, je sais pas, de souffler entre les matchs. Dans ce cas-là, n'oubliez pas, le code promo Monsieur Hawkins sur Oli, il fait toujours plaisir. Mais au global, c'est une critique que j'ai vu beaucoup revenir et je sais qu'elle sera encore valable pour ce week-end. À côté de ça, au niveau des attentes sur le show, je voulais aussi préciser quelque chose parce que je vois énormément de gens qui s'emballent vis-à-vis du potentiel cash-in de Seth Rollins, alors qu'en vrai, il y a extrêmement peu de chances que ça arrive. Donc surtout, ne faites pas la même erreur qu'on fait tous à chaque PLE, c'est-à-dire de s'attendre à quelque chose d'absolument exceptionnel, parce que malheureusement, quand ce truc-là n'arrive pas, on est obligé d'être déçu. De mon côté, vous l'avez vu, il y a quand même un certain nombre de matchs que j'attends énormément, donc moi aussi j'ai la possibilité d'être déçu, mais j'essaye quand même le plus possible de pas m'attendre à des dingueries, genre j'ai vu aussi passer des rumeurs sur un retour du Rock, etc. Personnellement, j'essaye vraiment d'ignorer tout ça et de juste prendre la carte telle qu'elle est avec les matchs intéressants comme le TLC ou encore le Gunther CM Punk par exemple, parce que comme ça, s'il y a réellement une surprise, je serai vraiment surpris pour le coup et je serai certainement un peu plus heureux que si je m'y attends totalement.
Du coup, avec tout ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour me partager tous vos pronostics et vos attentes dans les commentaires. Comme ça, on pourra peut-être comparer tout ça dans la vidéo review que je ferai mercredi prochain. Et sur ce, moi je retourne à mon déménagement pour l'avoir fini avant SummerSlam et vous faire le live react. C'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.